Bonjour, Eric Gibaud, ericgibaud.com, et aujourd'hui je te reçois dans cette bâtisse, cette maison qui a des dépendances, un truc énorme, qui à une époque a sûrement été l'envie, la jalousie de beaucoup de gens, un endroit incroyable. Mais quelquefois dans la vie, il y a des imprévus, des choses qu'on peut vraiment pas savoir, des choses qu'on pourrait prévoir. Dans ce cas-là, je sais pas, il y a un aéroport qui a été construit plus haut, il y a longtemps évidemment. Évidemment, avec le bruit de la piste et tout ça, eh bien, peut-être que c'était de moins en moins intéressant d'habiter ici. Il y a peut-être eu des problèmes financiers dans la famille, les héritiers, j'en sais rien. Le résultat est là, tout est en ruine, tout est en ruine. Mais quelquefois, il y a des choses qu'on pourrait prévoir, et ça s'appelle la stratégie, non? Et c'est de ça que je voudrais parler aujourd'hui avec Fujifilm. Je pense que Fujifilm, si il ne corrige pas des erreurs stratégiques, eh bien, ils sont en danger. Ils sont en danger. Donc, on va voir ça tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, premier truc, je voudrais laisser bien clair que cette vidéo n'est pas contre Fuji. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo il y a quelques années, je te laisse le lien là, expliquant pourquoi, à mon avis, Fujifilm était le danger réel de Canon et de Nikon. Ok. Donc, cette vidéo, je vais faire, c'est pas contre Fuji, sinon, au contraire, c'est pour donner mon opinion. J'aimerais aussi avoir ton avis, parce que j'aimerais pas que Fuji se retrouve dans des problèmes. D'ailleurs, je rappelle que je suis utilisateur de l'Olympus, et que j'ai toujours dit, et je répète, que si j'étais pas utilisateur de l'Olympus, je serais probablement utilisateur de Fujifilm. Donc, moi je pense que c'est une excellente marque, mais ils sont en train de faire des erreurs. Donc si toi tu es un fanboy de Fuji et que tu penses que je suis en train de t'attaquer, avant de m'insulter, écoute jusqu'à la fin. Et puis si ça te plaît pas, donne ton avis de manière constructive, en dessous, en commentaire, constructive, utile, aimable, parce que je pense que je ne suis pas méchant avec ça. Enfin, si je reçois des insultes, ça sera directement par la porte, hein, je préviens quand même. Ok. Donc, je vais te résumer un petit peu le problème, à mon avis, de Fujifilm. Quand tu rentres sur la page web de Fujifilm, qu'est-ce que tu trouves? Tu trouves qu'ils organisent leurs appareils photo par gamme. Donc il y a la gamme moyen format, GF, GFX. Après, ce qu'ils appellent la gamme X. Après, tu as les compacts premium avec le X100V, X100F, X10F. Après, il reste un Fuji compact, ok, de base. Ok. Mais en fait, tu te rends compte que si tu analyses, c'est faux qu'ils ont que ces gammes. Réellement, quand tu vas compter, tu vas regarder que sur la gamme X, ils ont le XT, XA, XE, XS, XH. Tu commences à faire la somme et en fait, tu as 8 gammes d'appareils photo. Et tu as 23 modèles d'appareils photo. Et ça, c'est du doux délire. C'est beaucoup trop d'appareils photo. Et donc ça, c'est déjà un problème parce que beaucoup de gens ne comprennent pas la logique de Fuji, ne comprennent pas quel appareil photo peut les intéresser et quel appareil photo est pour qui et pourquoi. Donc ça, commercialement, c'est une erreur. Le premier truc à faire serait réorganiser les gammes. C'est-à-dire que même si j'avais fait une vidéo qui disait, je laisse le lien là, que les appareils photo professionnels n'existent pas, c'est le mec qui utilise l'appareil photo qui est sans doute professionnel, il faut quand même organiser une certaine logique. Par exemple, il y a des marques qui organisent professionnels, amateurs avancés, amateurs moyens et débutants par exemple, tu vois. Mais peu importe, il faut organiser. Donc je pense qu'il faut réduire ça à 4 gammes. 8 gammes, c'est du délire. Et au lieu de 23 appareils photo au catalogue actuel, il pourrait rester avec 10. À mon avis, ça serait largement suffisant. C'est beaucoup trop. Alors là, tu vas entendre un avion et tu vas comprendre pourquoi il n'y a plus personne qui habitait ici, tu vois. Parce que là, il passe. Ok, écoute, t'imagines avoir une superbe baraque comme ça, moi, superbe à l'époque. Et là, voilà, c'est ça. Tu m'entends là? Ouais. Oh. Ça fait cher le loyer, hein, ça fait cher le loyer, ok. Alors, on revient, l'avion est passé. Donc, tu te rends compte qu'il faut réduire tout ça, parce qu'il n'y a pas de logique. Deuxièmement, le problème, c'est que Fujifilm n'a pas de logique dans leurs appareils photo. Imagine, je vais dans un magasin, je dis bonjour, je voulais acheter un appareil photo. Ah oui, qu'est-ce que vous voulez comme appareil photo? Eh bien, je voulais un Fujifilm. Ok, mais alors, vous avez pensé à quoi exactement? Ben, je sais pas, parce qu'il y a plein de modèles, alors je sais pas trop là. J'aurais voulu un appareil photo qui est l'écran, je peux tourner comme ça parce que j'ai envie de faire de la vidéo, j'ai envie de me voir bien, ok.
Et puis quelquefois je fais des photos sous la pluie ou du motocross où il y a plein de poussière, tu vois. Donc il faudrait que le corps il soit protégé pour ça. Ok, quoi d'autre? Eh bien, moi j'aimerais bien aussi que quand je fais de la vidéo, ça soit un boîtier stabilisé. Ah, ok, très bien, très bien. Et puis aussi, j'aurais bien voulu, je sais pas quoi d'autre. Eh bien, cet appareil photo n'existe pas chez Fuji. Cet appareil photo n'existe pas. C'est-à-dire que tu peux avoir un appareil photo qui a la stabilisation, mais il n'a pas l'écran comme tu veux. Il peut avoir l'écran comme tu veux, la stabilisation, mais il n'est pas tropicalisé pour la pluie et la poussière. Ou tu peux l'avoir tropicalisé pour la pluie et la poussière, mais l'écran n'est pas comme tu veux. Et bla, et bla, et bla, et bla, et tu ne t'en sors plus. Donc les gens sont paumés, tu vois. Les gens sont complètement paumés. Donc en fait, si tu analyses la situation, tu te rends compte que Fuji doit absolument se recentrer sur ses gammes et avoir des critères d'appareil photo bien clairs. Que les gens, quand ils achètent un appareil photo, ils ont bien compris pour qui c'est, et que le vendeur, suivant ce que lui raconte le client, il sait quel appareil photo il va avoir besoin. D'ailleurs, il y a des trucs tellement du délire, parce que moi j'appelle ça du délire, c'est que Fuji, par exemple, ils ont été, quand ils ont lancé leurs appareils photo numériques, tout de suite, ils ont réussi à mettre la ligne bien claire, de mettre les vitesses sur une molette supérieure et le diaphragme le mettre sur l'objectif. Ce qu'on trouvait avant habituellement sur les appareils argentiques, c'était l'habituel. Donc ils ont décidé ce look rétro, tout ça, qui peut plaire ou pas plaire. Mais enfin, ils ont réussi à installer ça. Et tout d'un coup, là, il y a le XS10 qui sort. Ah ben non, virer la molette avec les vitesses, maintenant on retourne sur un PSAM, c'est-à-dire priorité vitesse, ouverture, programme ou manuel. Donc les mecs qui aimaient bien ce système, tout d'un coup ils ne comprennent pas. Les mecs qui ne connaissaient pas vont peut-être acheter ce truc, mais quand ils veulent aller sur un autre Fuji, ils ne comprennent pas pourquoi ça n'existe pas sur l'autre, mais sur celui-là, si. Après le XT100 qui était pas mal, ils sortent le XT200, ils changent le format de l'écran, ils passent en 16 neuvième, donc c'est plus vidéo, maintenant ils tournent sur le côté. Et le mec il disait mais attends, mais XT100, pourquoi j'achète un XT200, ça sert à quoi, qu'est-ce qu'ils ont mis de nouveau? Et voilà, et c'est que des histoires comme ça. Avant-hier j'ai fait, je te laisse le lien, j'ai fait le test du X4 qui est vraiment pas mal. Mais ils ont viré le bouton pour démarrer l'enregistrement de la vidéo. Ils ont viré une petite molette qui était très utile, qui te permettait de décider comment avoir l'autofocus, c'est-à-dire autofocus continu, single ou en mode manuel. Ils ont viré le bouton. Et voilà, donc les gens ils sont paumés, ils ne comprennent plus rien. Donc il faut absolument que Fuji se recentre là-dessus. Il faut absolument qu'ils se rendent compte qu'il y a certains modèles de gamme inférieure qui ont des fonctions très intéressantes qui ne sont pas sur une gamme supérieure. Après, tu as des modèles de gamme supérieure qui ont des trucs très intéressants qui ne supposeraient vraiment aucun problème de mettre sur une gamme inférieure. Alors par exemple, le XS10, qui est pas mal, qui a un stabilisateur comme le XT4, qui a un boîtier qui est très bien, tout ça. Alors la roulette, c'est pas la même, ok, la molette pour les vitesses, elle est plus là, maintenant c'est un autre truc. Mais enfin, il y a un stabilisateur. Ah ouais, mais ils n'ont pas tropicalisé. Alors tu dis, ouais, pourquoi ils n'ont pas tropicalisé? Non, mais s'ils tropicalisent, dans ce cas-là, ils perdent des clients sur le XT4. Ah ouais, mais attends, c'est pas le même prix, c'est pas la même clientèle. Et en plus, c'est pas qu'ils perdent des clients, c'est eux, avec autant de produits, ils pètent leur propre marché. C'est-à-dire qu'ils confondent le client, ils font que le client soit perdu, ne sache plus quoi acheter, et le client termine en étant déçu de ne pas retrouver ce qu'il attendait, toi. Ou dans sa gamme de prix, il y a des trucs qui sont faciles à voir et qui ne sont pas là. Donc ça, c'est une grosse erreur. Si je passe par exemple sur la gamme moyen format de Fujifilm, donc le nouveau qui vient de sortir, le GFX 100S, ils ont réussi à faire un moyen format de la taille d'un réflexe full frame, pas mal. Ils l'ont stabilisé, donc c'est nickel, tout ça. Et quel est leur concurrent? Leur concurrent, là, c'est Hasselblad avec le modèle X1D et X2D, ou X2D, je ne sais plus dans quel ordre sont les lettres, enfin je me gourre toujours, mais peu importe, c'est leur concurrent. Avec de gros avantages, parce que Hasselblad, sur ses appareils, n'a pas de stabilisateur sur ceux-là. Fuji, sur celui-là, a un stabilisateur, donc nickel. Hasselblad a des objectifs beaucoup plus chers, mais pourquoi? Parce que c'est un obturateur central, c'est-à-dire que l'obturateur est dans l'objectif, tu peux synchroniser le flash à 1600e, 1 1600e de seconde. Donc celui qui veut faire de l'action ou de la photo en plein soleil avec un flash, c'est nickel. Fuji, par rapport à avoir des objectifs aussi chers, a décidé de mettre l'obturateur dans le boîtier.
Mais le problème, c'est que normalement, dans le boîtier, évidemment, ça ne va jamais synchroniser le flash aussi vite. Mais c'est que ça synchronise à 1/125e de seconde. Ce qui est à mon avis trop peu. Il faudrait que ça soit 1/250e de seconde. Au moins, parce que tu dis, bon ok, je choisis Fuji, mais au moins, je ne vais pas être obligé d'être toujours en haute synchronisation. Je peux avoir une synchronisation normale à 1/250e. Et ça, c'est pas là. Donc c'est pas logique. Deuxièmement, beaucoup de gens veulent ce genre d'appareil pour faire du paysage. Alors en moyen format, ils ont sorti un 80 mm 1.7. Alors c'est super, tu dis, oh c'est incroyable, c'est le truc le plus lumineux qu'il y a en moyen format et tout ça. Mais c'est franchement, à mon avis, débile. C'est-à-dire que pour se mettre une médaille comme c'est le plus lumineux, c'est vrai. Mais quand tu utilises un appareil, un objectif comme ça sur un moyen format, si tu fais un portrait et que j'ai la tête un petit peu tournée, j'ai cet œil qui est au point et celui-là est dans la sauce, quoi. Il est flou, tu vois, donc c'est pas bon. Tu vois. Donc ça va vraiment limiter. Ça aurait été beaucoup plus logique de dépenser comment ça s'appelle, des ingénieurs, les payer des ingénieurs à développer un super grand angle, un autre genre d'objectif. Surtout qu'il y avait déjà un 80 mm 2.8, je crois que c'était ok, tu vois. Donc bon, moi je pense que c'est une erreur. Mais ça prouve un petit peu que là, ils sont pas trop concentrés. Ils veulent surtout essayer d'impressionner tout le monde. Et là, je pense que ça va être un petit peu un problème, quoi. Mais tout le monde ne veut pas forcément 100 mégapixels de résolution. C'est énorme à bouger les fichiers, à éditer, à stocker. Beaucoup voudraient qu'on vire le GFX 50S qu'il y avait avant et que ça soit le même format que le GFX 100S, mais avec un capteur de 50 millions de pixels, mais avec la stabilisation, trucs qu'ils ont rajoutés qui sont fort intéressants, évidemment avec un 250e de seconde de flash, c'est ce qu'on demande. Donc là, il faut qu'ils se réorganisent. Si tu fais du paysage, leur grand angle n'est pas suffisamment grand angle. Il faut qu'ils aient un encore plus grand angle. Ok. Donc ça, si on parle de la gamme moyen format. Si on va sur les modèles de la gamme X, eh bien c'est pareil, c'est pareil. On est perdu parce que d'abord, ils font pas tous la même chose. Certains sont tropicalisés, d'autres pas. D'autres ont une stabilisation, d'autres l'ont pas. Un coup, l'écran tourne dans un côté, un autre dans l'autre. C'est très confus comme truc. La molette n'est pas forcément la même. Ils ont viré des boutons. Donc, il y a une confusion importante. Et en ça, il faut, si on reparle sur le flash, ils ont plusieurs appareils qui ne synchronisent qu'à 1/180e de seconde. Donc je pense que c'est pareil. Là, il faut au minimum 1/250e de seconde. La Fuji, ça va pas. Il faut qu'ils fassent mieux que ça. Et si on rajoute, Fuji a une politique pingre, radin. Ne pas mettre des chargeurs en disant que c'est pour le milieu, l'environnement. Ouais, faut pas trop se moquer des gens quand même, parce que évidemment, moi si j'ai un chargeur de téléphone que je peux utiliser pour charger mon appareil photo, bah, je peux l'utiliser, mais il est peut-être occupé avec mon téléphone. Deuxièmement, si j'ai une deuxième batterie et je veux la charger pendant que je vais faire des photos, je peux pas avoir un chargeur qui va dans mon appareil photo, il faut un chargeur externe où je mets la batterie dedans. Donc de toute façon, d'une manière ou d'une autre, j'achèterai sûrement un deuxième chargeur. Alors Fuji a commencé à virer les chargeurs de mettre la batterie dedans. Ils ont mis des chargeurs que tu branches sur le mur et directement sur l'appareil photo. Et maintenant ils ont viré même ceux-là. Maintenant ils te mettent que le câble USB. Et pour combien de temps? Ça on ne sait pas. Ils te mettent le petit câble pour que tu te débrouilles pour chercher un chargeur et tu branches. Mais même sur un GFX 100S qui coûte 6 000 €. Faut quand même pas rire, quoi. C'est vraiment se moquer des gens. Donc l'excuse de l'environnement, c'est du blabla. Tu vas me mettre un vrai chargeur. N'oublie pas que tu n'es pas le roi ici. Il y a quand même d'autres marques qui le mettent et qui vendent quand même plus que toi. Donc si tu veux vraiment gagner du terrain, tu ne peux pas offrir moins. L'histoire des flashs, la même chose. Alors il y a certains des modèles Fuji qui n'ont pas de flash. Mais comme beaucoup de marques, certains n'ont pas de flash. Mais je me souviens, je crois que c'était le XE1, il y avait un petit flash optionnel que tu pouvais mettre dessus, comme fait Olympus d'ailleurs. Là, le XE4, le flash il est viré. Donc, si tu regardes que ces appareils photo moyen de gamme, ou quelquefois certaines bas de gamme, mais moyen de gamme, intéressent des gens qui auraient acheté un réflexe Canon ou Nikon avec un petit flash intégré, tu es obligé de leur apporter une solution flash. Ou tu le balances dans le boîtier, ou tu le mets comme flash optionnel. Mais sinon, ces gens, ils vont préférer acheter un réflexe souvent moins cher, pour ne pas avoir acheté des extras. Donc ces gens, il faut que tu les soignes. Il faut absolument que tu mettes un petit flash. Surtout que ces petits flashs, je crois que ça leur coûte pas vraiment très cher. Donc il faut absolument
qu'ils améliorent leur entrée de gamme chez Fuji pour qu'ils puissent manger la concurrence Nikon et Canon du réflexe d'entrée de gamme. Alors je dis pas que ça soit aussi peu cher, ok, parce que maintenant tu trouves un Canon, un 4000D vraiment pas cher par exemple, mais si la personne va payer 150 € de plus, au moins il ait la sensation d'avoir quelque chose, tu vois, pas dire ah ouais mais l'autre il avait un flash et celui-là il l'a pas. Un autre avion qui passe, voilà, un petit bimoteur, marrant, j'ai cru qu'il allait se casser la figure parce qu'il faisait un bruit bizarre, mais enfin bon, apparemment j'ai pas entendu boum, donc ça a continué, ok. Donc, il faut absolument, pour attirer ses clients, des réflexes, ou certains clients qui seraient allés chez Sony, sur un Alpha 6000, truc comme ça, il faut les attirer avec un truc plus complet. C'est indispensable. Alors, Fujifilm doit faire le pas en avant. Tu peux pas commencer à mettre sur certains modèles des stabilisations dans le boîtier et pas sur tous les modèles qui sortent à partir de maintenant. Donc ils doivent absolument mettre des boîtiers, ils doivent absolument mettre des stabilisations sur tous les boîtiers. J'ai oublié un petit modèle important qui fâche énormément de professionnels. Quand il est sorti, beaucoup de professionnels ont fait le pari Fujifilm, c'est-à-dire des gens qui étaient sur Nikon et sur Canon, et ils allaient sans doute aller chez Sony. Et ils ont parié sur le XH1 de Fujifilm, stabilisé, double carte mémoire, donc ils ont parié dessus parce que c'était vraiment, je parle de professionnels, qui ont dit, bon, je veux du mirrorless, je veux pas aller chez Sony, je veux aller chez Fuji, et ils ont pris ça. Et donc tout le monde attendait un XH2 pour se mettre à jour des nouvelles technologies, des nouvelles performances. Et ce XH2, il ne sort pas. On ne sait pas ce qui se passe, il ne sort pas. Donc ils essaient de réorienter ses clients vers le XT4, mais le XT4 c'est pas le même style, c'est pas le même look, c'est pas les mêmes boutons, c'est pas. Donc ces gens, tu les as laissés tomber. Et beaucoup de ces gens-là sont déçus parce qu'ils voulaient un XH2, ils veulent pas un XT4, ils voulaient un XH2. Même si le XT4 est fantastique, mais ils ne l'ont pas donné. Donc ça, ils se sont fait certains ennemis, ou tout au moins beaucoup de déçus. Revenons sur la stabilisation. La stabilisation doit être sur tous les boîtiers, mais la stabilisation doit être une excellente stabilisation. Je te laisse ma vidéo d'une comparaison avec mon Olympus OMD5 Mark II qui a 6 ans, et en vidéo, le stabilisateur de mon Olympus laisse le Fujifilm en couche, quoi. En couche, je veux dire en couche de bébé, voilà. C'est-à-dire que c'est du délire la différence, quoi. Et on pourrait penser que c'est moi qui me suis gouré. Non, il y a d'autres qui ont fait des essais qui ont eu les mêmes résultats. Je te parle pas en photo, mais en stabilisation vidéo, ça va pas. Si on parle vidéo, s'ils veulent attirer les gens qui veulent faire de la vidéo, tu dois absolument leur offrir un truc qui tienne la route. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir des boîtiers haut de gamme avec un temps d'enregistrement en 4K limité à 15 minutes. Il faut absolument que tu trouves une solution. Alors c'est vrai que beaucoup de professionnels disent que c'est pas un problème parce qu'ils font des rushs de 15 secondes, 1 minute, 3 minutes, donc 15 minutes, c'est pas un problème. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de photographes de mariage qui font les photos, mais ils laissent un appareil vidéo, un appareil photo en train de tourner à faire la vidéo tout seul. Et ils ne peuvent pas oublier d'aller appuyer une nouvelle fois sur le bouton, parce que s'ils oublient, eh bien ça va couper. Donc de ce côté-là, ils ne peuvent pas mettre certaines limites à 15 minutes. Alors la limite de 30 minutes existait pour des raisons de taxe. Tu avais une taxe pour les appareils photo qui enregistraient plus de 30 minutes, cette taxe n'existe plus. Donc la limite ne peut être que physique ou technologique. Donc il faut absolument qu'ils trouvent une solution que ça dure plus longtemps. Donc il faut aussi qu'ils rajoutent qu'il y ait des logs, c'est-à-dire qu'il y en a, mais qui sont encore meilleurs, qui sont encore plus performants, que ceux qui vont faire de la post-production le fassent encore de meilleure manière. Alors sur certains modèles, ils y sont, mais il faudrait rajouter, tu vois. Après, Fujifilm est devenu célèbre au niveau de... Célèbre, enfin, il était déjà célèbre, je veux dire. Ils se sont fait vraiment reconnaître comme un truc super cool de mettre les simulations de films argentiques dans leur boîtier. Le problème, c'est qu'il y a certains boîtiers qui ont 11 films, d'autres qui en ont 18. Alors je dis ça, il faut absolument l'actualiser par firmware, c'est-à-dire que j'ai pas besoin d'acheter un nouveau modèle pour avoir les nouvelles simulations de films. Ça devrait être, j'actualise mon firmware, j'ai une nouvelle simulation de film. Ça c'est indispensable, parce que sinon, ils disent ouais mais dans ce cas-là il va pas acheter de nouveau modèle. Mais t'inquiète pas, il achètera, un jour il achètera le nouveau modèle. Par contre, s'il est déçu, il va pas l'acheter.
Parce que il y a la première fois, le nouvel arrivé, peut-être, il va courir acheter le nouveau modèle parce qu'il y a 3 simulations de films nouvelles, tu vois. Mais la réalité, c'est qu'à un moment, il va dire, mais il se moque un peu de moi sur cette histoire. Donc, il faut que ça s'actualise systématiquement par firmware, ce genre de truc. Les gens, t'inquiète pas, ils changeront leur boîtier. Les gens, ils aiment changer leur boîtier. Il n'y a pas de problème, ok. Après, il faut absolument qu'ils développent beaucoup plus l'intelligence artificielle. Parce que être bon, c'est bien. Mais dans ce marché, il faut être le meilleur. Leurs concurrents, c'est Canon, Sony, euh, Nikon et aussi Olympus et Panasonic. Donc Olympus, à mon avis, actuellement, c'est quand même le roi de la stabilisation et très en avance au niveau de l'intelligence artificielle. Donc, cette intelligence artificielle, alors je ne devrais pas dire ça parce que je suis utilisateur Olympus, alors je jette mes pierres sur mon propre toit, mais comme Olympus ne me paye rien, je dis quand même ce que je veux quand même. Je suis utilisateur, je ne suis pas ni vendeur Olympus, ni payé par Olympus, ni ambassadeur Olympus, donc je dis ce que je veux. Donc si tu veux concurrencer Olympus, il faut absolument que tu installes trucs style Live Composite pour avoir des longues expositions d'une manière fantastique. Je ne vais pas rentrer en détail comment ça marche, mais enfin peu importe. Que tu aies la possibilité de faire de la haute résolution comme faisait Hasselblad la FM, et c'est un autre tarif. Et Olympus le fait depuis très longtemps, donc ça fait plusieurs photos, ça fait de la très haute résolution. Il y a Sony qui l'a mis, ils l'ont mis sur le moyen format de Fujifilm, mais ça, il faut que tu rajoutes sur tes boîtiers, pour que tes boîtiers soient vraiment les meilleurs. C'est-à-dire que le mec qui va aller chez Fuji, il a vraiment envie d'y aller parce que ce sont les meilleurs. Parce que sinon, n'oublie pas que les poids lourds Canon, Nikon, Sony font que beaucoup de gens entendent ces noms, même pas toujours Sony, souvent c'est Canon et Nikon. Dans la tête des gens, ça reste Canon et Nikon. J'ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs. Donc, c'est important que tu n'oublies pas que, je parle à monsieur Fujifilm là, tu n'oublies pas que tes clients veulent être à la tête avec certaines fonctions qui naissent sur d'autres appareils. Tu dois leur offrir ça et être le meilleur. Des filtres ND en temps réel, trucs comme ça. C'est très important que tu fasses ça pour vraiment être devant. Alors, ce qui est quand même incroyable, c'est que Fujifilm a réussi à convaincre grande partie du marché qu'un appareil photo APS-C, c'était excellent. Tout le monde n'avait pas besoin d'un full frame. J'avais fait une vidéo là-dessus sur que tu n'as pas besoin d'un full frame. Même beaucoup de fugistes qui ont eu aussi full frame reconnaissent qu'avec leur APS-C, c'est amplement suffisant. Donc, tu as réussi à gagner ces gens-là et tu es en train de les décevoir. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Tu dois continuer absolument à être le meilleur sur ton marché et ne pas égaler les autres, mais les devancer. N'oublie pas que Canon et Nikon sont en train de sortir. Nikon a sorti le FZ50 qui est un APS-C mirrorless monture Z. Peut-être que Canon va faire la même chose avec une monture R. Bien qu'ils ont leur gamme M, ils vont peut-être le faire. Donc ces gens qui sont chez eux auront peut-être moins envie d'aller chez Sony et encore moins envie d'aller chez Fujifilm. Donc il faut absolument que tu leur offres un super truc avant que Canon et Nikon sortent des nouveaux modèles qui soient plus intéressants ou pratiquement aussi intéressants que les tiens, parce que les gens auront la flemme financière ou l'envie d'essayer ou prendre le risque d'essayer avec toi. Tu vois. Donc ça, c'est super important. Je te passe l'histoire du capteur X-Trans ou CMOS. Puisque là il y a un dilemme, il y a des gens qui aiment pas trop le X-Trans, d'autres qui aiment bien. Enfin bon, je vais pas rentrer dans ces détails, mais ça peut aussi influencer. Mais là, ça serait encore une autre histoire. Je vais pas rentrer là-dessus, ok. Et je pense que c'est pas forcément nécessaire d'abandonner. Par contre, je pense que là où Fujifilm est en train de faire une grosse erreur, c'est qu'ils sont en train de mettre toutes leurs billes à sortir des nouveaux appareils photo, plein de nouveaux appareils photo, au lieu de développer le marché. C'est-à-dire qu'il y a des continents entiers, comme l'Amérique du Sud, ou pratiquement toute l'Afrique, sûrement toute l'Afrique, certains pays d'Asie aussi, où tu ne trouves pas Fujifilm, il n'y a pas de présence. Donc les gens qui sont là-bas, ils doivent acheter à l'étranger, et s'il y a un problème technique, eh ben, ils ont un gros problème, parce qu'il faut repasser la douane, il faut renvoyer tout ça. C'est un truc dingue. Donc en Amérique du Sud, par exemple, ils devraient profiter du Mercosur, qui est un marché genre comme l'Union Européenne, mais pareil, similaire, truc comme ça, enfin je rentre pas dans les détails, hein. Mais au niveau Amérique du Sud, eh bien il faut absolument qu'ils montent une plateforme logistique solide et de distribution d'appareils photo pour vendre dans ces pays. Ça c'est indispensable. S'ils ne le font pas, ils ne vont pas réussir à développer des nouveaux marchés
Et donc dans ces pays-là, c'est Canon, Nikon et Sony qui sont très forts, même souvent seulement Canon et Nikon. Et le résultat que quand Canon et Nikon vont sortir des modèles mirrorless de gamme plus élevée que la gamme M par exemple de Canon, ou meilleur que le FZ50, eh bien ces gens-là vont rester chez Nikon ou rester chez Canon. Ils n'auront pas envie de prendre le risque d'aller chez une marque qu'ils ne connaissent pas. Ou peu, parce qu'il y a beaucoup d'endroits ils ont entendu parler, mais comme ils ne voient jamais les appareils, sauf par internet, ils ne savent pas, tu vois. Donc développer une présence sur un marché, ça peut prendre 5, 10, 15 ans. Donc ils sont déjà en retard. Ils sont déjà en retard. Il faut absolument qu'ils développent ça au lieu de claquer leur fric sur développer des appareils photo qui sont redondants ou qui se recoupent ou avec une stratégie assez bizarre. Donc voilà, j'ai sûrement oublié certains points, mais enfin je pense que c'est déjà assez long. Je pense que ça permet de réfléchir un petit peu à la situation. Je pense sincèrement que si Fujifilm ne rectifie pas, ils prennent des risques. Rapidement, ils peuvent se faire manger. Des gens qui allaient chez Fuji, tout d'un coup vont chez Sony, où ils ne voient pas l'avantage à partir de chez Canon ou Nikon, si Canon ou Nikon sort un équivalent APS-C, et ça risque d'être un gros problème. Parce que je pense que Fuji a fait un magnifique travail de prouver que son système fonctionne, mais là ils sont en train de se disperser sur trop de modèles, et le résultat c'est que ça pourrait à mon avis les tuer, ou au moins les affaiblir fortement. Et dans cette guerre où il y a de moins en moins d'appareils photo qui se vendent, tu ne peux pas t'affaiblir. Tu dois te consolider. Et je pense qu'ils sont en train de tirer à tout bout de champ, un peu sur tout. Et celui qui veut trop prendre n'arrive pas à, comme on dit en espagnol, celui qui prend trop n'arrive pas à bien serrer. Tu vois. Donc je pense qu'il faut moins de modèles, mieux centrer, mieux définir et développer de nouveaux marchés géographiques. Voilà. Voilà, c'était mon avis, j'espère que ça t'a plu. Si ça t'a pas plu, bah, donne ton opinion, donne quelque chose de constructif. Merci d'éviter les insultes, je te remercie. C'est mon opinion, je ne prétends pas avoir raison, mais c'est mon opinion. Donc voilà, si tu penses que ça peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un bouton par là et aussi une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web erigibo.com/fr pour la version en français. Mes cours de photographie en vidéo, erigibo.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je te laisse aussi des liens de mon matos sur Amazon, des liens d'autres sections de ma chaîne YouTube et aussi un lien vers mon compte PayPal si tu veux faire un don. Allez, merci beaucoup, à bientôt, ciao.